Bonjour et bienvenue au Uninkables épisode 17, podcast québécois entièrement dédié à l'Orcana, scène compétitive, des règlements, des nouvelles cartes. On discute entre Dan, JF et un invité spécial aujourd'hui, Eric. Bienvenue Eric à notre épisode. Merci. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Eric, c'est quelqu'un à qui on joue quand même assez souvent. Moi, Dan, JF, on s'est croisés, Eric, à plusieurs reprises dans des soirées aux 3 Manas. On a même été au Randolph Brossard qu'on s'est vu une couple de fois, au Awesome. Donc, on se voit quand même assez souvent. Moins moi récemment, mais Dan, JF, si je me trompe pas, vous le voyez quasiment 2 à 3 fois semaine. Un peu trop. Ouais, fait que... On va mais même des pour, championships. pour ceux qui connaissent pas Eric, Eric, si tu veux peut-être prendre 2-3 minutes pour nous parler un petit peu de ton expérience TCG, puis qu'est-ce que quitter. Comme ça, on va peut-être avoir une meilleure idée de pourquoi tu es là aujourd'hui. Oui, absolument. Ben, merci beaucoup pour m'avoir invité à votre podcast en passant. Pour me présenter, en fait, moi, je suis un des seuls à date, je crois, que vous avez invité qui a aucune expérience en TCG. Puis, l'Orcana est mon premier TCG. Donc, j'ai été introduit à l'Orcana par ma conjointe, Janie Théoret, que vous avez peut-être déjà parlé là, parce qu'elle a réussi à faire le D2 à Toronto. Là. Je reviens un petit peu là-dessus, un petit shout-out. Mais c'est grâce à elle que je connais l'Orcana. J'avais aucune expérience, puis j'ai décidé de me lancer avec elle dès le chapitre 1, en fait, pour connaître le jeu. Tout simplement. Mais tu sais, de base, je suis un gamer. Donc, j'aime les jeux vidéo, les jeux de société. J'ai toujours aimé les jeux de cartes. Je jouais comme à la Dame de pique avec ma grand-mère là, dans le temps. Là, c'est mes parents. C'est un peu mon expérience. Puis j'ai comme découvert l'Arcana avec ça. Puis tu me parles de jeux de chance, jeux de stratégie, ça me parle. Fait que, j'ai adoré ça from day one jusqu'à aujourd'hui. Je le découvre de plus en plus. Fait que, en gros, c'est ça mon peu d'expérience dans les TCG que je peux vous dire, mais j'encourage tous les nouveaux joueurs justement à essayer l'Orcana parce que c'est un jeu qui est facile à apprendre. C'est pas compliqué. Fait que c'est ça que j'ai vraiment aimé. C'est que je l'ai appris assez rapidement, puis après ça, tu développes ta propre stratégie tout en jouant, là, évidemment. Oui, effectivement, je pense que tu touches un point. C'est un jeu qui est quand même super accessible pour les nouveaux joueurs, justement, parce que le jeu n'est pas super vieux. Puis de deux, c'est un jeu qui est à la fois très simple à jouer, mais quand tu vas dans le compétitif ou dans le plus avancé, à la fois complexe à jouer. Exact. Donc, tu sais, c'est un jeu que tu peux autant jouer avec. Ben, on en parlait la dernière semaine avec Adrien 9 ans qui a performé en cette championship, mais tu peux autant avoir tes neveux ou tes enfants de 9-10 ans qui peuvent jouer jusqu'à jour sans nécessairement être intéressés au compétitif, mais collectionner les cartes puis juste y jouer. Donc, c'est un jeu très accessible, très le fun. Puis justement, tu peux aller le pousser jusqu'à un niveau où est-ce que ça devient compétitif. Puis on va le voir de plus en plus avec les années, j'imagine, avec les Worlds, les Continentals. Là, on va avoir les premiers qui s'en viennent dans pas long. Là. Il y a Seattle qui est le dernier DLC qui reste pour conclure les invitations. Mais j'ai hâte de voir de mon côté de quoi ça va avoir l'air les Continentals, puis comment ils vont préparer ça pour les Worlds, puis jusqu'où ça va nous mener. Merci Eric de prendre le temps aujourd'hui d'être avec nous. On est vraiment, vraiment content de t'avoir parce que justement, en tant que nouveau joueur, nous, on a tous un petit peu de l'expérience dans d'autres TCG. Fait que d'avoir ton input par rapport à comment tu t'es amené à. Puis on va parler vraiment de où tu en es aujourd'hui, mais de voir ton cheminement à où tu es rendu, puis comment tu as commencé justement de rien, en fait, là, de juste du knowledge de stratégie, puis de board game, puis tout ça. Donc, ça va être vraiment cool d'avoir ton input là-dessus. Ouais. D'ailleurs, on va sauter directement dans le vif de ce sujet-là parce que en fin de semaine, c'était un set championship pour Shimmering Skies. Les Madrigals sont encore au menu. Mais peux-tu nous parler peut-être un petit peu de... Tu disais que tu as commencé au chapitre 1. Peux-tu nous parler un petit peu de toutes les expériences que tu as eues puis comment tu approches, disons, différents tournois ou différentes approches pour des mercredis soirs aux 3 Manas ou des vendredis à la boutique Awesome? Comment tu prépares tes decks? Comment tu changes d'un deck à l'autre? Donc, je te laisse un peu plus la parole de nous parler de ton expérience Lorcana.
Oui, ben merci beaucoup, Billy. Écoute, c'est ça, comme je disais, j'ai commencé au chapitre 1, aucune expérience. J'ai dit, tu sais, je vais essayer différents decks. Fait que, chapitre 1, c'est sûr que les cartes étaient un peu plus limitées, les decks également. Fait que, tu sais, j'avais commencé par Steel Song au chapitre 1. J'avais pas eu ça. Très bon deck, très intéressant à jouer. Puis, milieu du chapitre 1, j'ai eu du succès, mais tu sais, j'ai pas rien gagné, de rien d'incroyable au chapitre 1, là. Mais j'ai eu quand même certains succès. Puis, vers le milieu du chapitre 1, juste avant, il y avait le circuit des 4 princesses qui commençait. J'ai décidé d'essayer le Mill deck. Le Green Steel, mais Mill. Puis ça, je suis particulièrement fier de moi parce que il était pas vraiment populaire, ce deck-là. Puis malgré tout, pour faire le top 8, à ce moment-là, au circuit des 4 princesses, au Game Time de Joliette, j'ai réussi à 1000 un joueur qui menait 18-0. Là. Pour lui, dans sa tête, il devait être sûr qu'il allait gagner. Puis juste avant, il y avait Game on Board. Puis juste avant qu'il termine, j'ai fait 2 Whole New World dans le même tour avec l'action Do It Again. Que Nice. je l'ai chanté, Whole New World. J'ai eu Do It Again. Fait que j'allais le rechercher dans la défausse. Je l'ai hardcast pour la victoire. Fait que là, il parlait de ça. Nice. Mais c'était un peu le deck que j'avais créé. J'ai réussi. J'étais très fier de moi. C'était mon premier top 8. Juste ça, moi, ça faisait ma journée. C'est comme au chapitre 1, comme je disais. Puis c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs pour la première fois le fameux Pierre-Marc Duguay, que vous avez sûrement déjà parlé. Sailor. Oui, Sailor. Très, très bon joueur de rouge-bleu. Dans ce temps-là, il jouait pas rouge-bleu. Il jouait Steel Song d'ailleurs. Mais c'est ça. Ça, c'était au chapitre 1. Fait que bref, ça m'a forgé de l'expérience de jeu, tu sais, tout le kit. Fait que j'ai bien aimé la scène compétitive. Fait que là, après ça, au chapitre 2, je suis allé inévitablement au rubis améthyste parce que le rubis améthyste chapitre 2 était tellement dominant que même Jean-François avait arrêté de jouer, je pense, milieu chapitre 2 parce que tu étais tanné de voir le rubis améthyste. Là. Il y avait d'autres decks que Ruby Amethyst, chapitre 2, parce que moi, je n'ai juste vu un. Hein. Ben, c'est ça. Selon Drew, oui, là, mais c'est ça. Non, écoute, je me rappelle justement à Boutique Awesome, il avait fait un 1K. Puis dans le top 8, il y avait 7 rubis améthyste. Puis il y en avait un seul qui n'était pas un rubis améthyste. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était ça. Ouais. Au chapitre 2, Pas les meilleurs moments de l'Orcana. non, pas les Chapitre meilleurs 2, moments. non. Mais là, au chapitre 3, ça Ouais. commence à être intéressant. Les decks étaient un Ouais. petit peu plus diversifiés. Ouais. Puis là, c'est un peu grâce à toi, Dan, que je suis allé vers le Green Steel chapitre 3. Tu m'as comme inspiré. Puis je l'avais déjà joué au chapitre 1, mais avec le Mill Deck, comme je disais. Fait que, là, je fais comme, ouais, tu sais quoi, on va l'essayer. Green Steel Discard. Avec les Prince John, Curse Murfolk, évidemment. Il y avait la Ursula Calvin chanson qui chantait 2 fois aussi. Donc, je trouvais ça très intéressant. J'ai fait 2 top 8 dans les 7 championships, mais malheureusement, ils donnaient les cartes juste aux 4 premiers. Puis, tu sais, c'était mes premiers top 8 dans les 7 championships. Fait que j'ai pas réussi à gagner le Stitch à ce moment-là. Mais encore une fois, tu sais, on apprend de nos erreurs, nos choix de jeu, tout le kit. Tu sais, j'ai appris beaucoup. Puis, c'est très important pour les nouveaux joueurs, justement, de ne pas se décourager. Même si tu perds, il faut que tu te dises, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour améliorer ma game? Tu sais, faut pas se décourager. Ouais. Puis c'est ça que je trouve, Eric, que tu fais super bien avec Gianni. Vous êtes super humble. Comme à chaque fois que il vous arrivait une situation, vous vous dites, comment j'aurais pu le mieux jouer, puis tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose que pas beaucoup de joueurs font, que ce soit parce qu'ils sont pas contents de perdre ou ils sont peut-être juste un peu, que ça soit timide, mais ayez jamais peur de demander. Comme surtout un joueur d'expérience, je vais vous le dire, tu as choisi de faire cette ligne de jeu-là, sur cette interaction-là. Moi, je l'aurais fait un peu de même. Puis c'est comme ça que vous devenez meilleur. Puis tu vas en parler après, là, Eric, là, de ce que tu es devenu suite à ces expériences-là puis ces conversations-là. Ben oui, absolument. Parce que justement, là, j'ai pris l'expérience pendant les 3 premiers chapitres. Puis là, au chapitre 4, c'est là que mon succès a commencé à avoir lieu. Dans les 7 championships, là, évidemment, j'étais déjà dans le Green Steel. Fait que là, j'étais allé avec Bucky avant qu'on puisse plus le jouer, naturellement. Puis c'était avec vraiment Bucky que là, j'ai eu beaucoup de plaisir à enlever les cartes aux joueurs. Fait que oui, donc j'ai gagné 2 sets championships au chapitre 4. J'ai eu l'expérience de Toronto, mais là, malheureusement, je ne pouvais pas jouer au Bucky. Donc, dans l'événement principal, j'avais décidé d'y aller avec les couleurs mauve-vert, un peu le deck tempo.
mais qui était comme plus un sleepers deck. Fait que c'était moins populaire à ce moment-là, probablement à cause de Bucky. Mais bref, ça n'a pas bien été dans l'événement principal, mais je me suis bien repris dans l'événement, les side events le dimanche. Puis, je dois te donner un gros shout-out à Dan parce que j'ai carrément pris ton deck, Dan, que tu avais créé pour pour le side event. Moi, j'avais jamais joué les nouvelles cartes, mais tu sais, j'avais une bonne base du mauve vert. Puis, j'ai bien aimé découvrir la Elsa, là, tu sais, qui exerte, là, tu sais, qui rush. Là, j'étais comme, waouh, ouais, vraiment intéressant. Puis quand on dit, Eric dit, il a carrément pris mon deck, là, il a pas pris ma liste, là, il a pris mon deck. Littéralement. Puis j'ai donné, puis il l'a mis. Carrément. Ah oui, parce que, tu sais, je me concentrais sur l'événement principal qui est du chapitre 4, mais le side event à Toronto, je le rappelle, c'était un chapitre 5. C'était un événement du chapitre 5, donc c'était le premier événement du chapitre 5. Fait que sur 170 joueurs, j'ai réussi à me classer 5e. Donc, ce qui me donnait 90 tickets dans l'événement. Puis là, j'ai pu acheter le fameux playmat là, de Cinderella métallisé, là, qui était le grand prix, si tu veux, des side events. Fait que c'était une expérience, une première expérience, je pense qu'on peut dire nationale. C'est-tu régional ou national? C'est national. En fait, c'est quasiment considéré comme continental parce que c'est ouvert. En fait, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas. C'est ça. Fait qu'un DLC, c'est vraiment un championship. On peut dire national. Worldwide, là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est une belle première expérience. J'ai adoré cette expérience-là. Tout, comme je disais, en gagnant 2 sets championship aussi, back-to-back, deux jours de suite avec Bucky. Fait que j'ai adoré ça. Puis, c'est de là que tu as eu ton sobriquet de GOAT, en rapport avec ton nom et avec le fait qu'à un moment donné, tu gagnais toutes les 7 championships dans la région. Là. Ben oui, c'est ça a été 2 back-to-back. Mais oui, d'où que ça sort, ben, vous m'avez présenté au début, ben, c'est mon nom de famille, Chèvre-Fils. Donc, Goat Son, si on le traduit en anglais, littéralement. Donc, pour vous mettre dans le contexte. Puis c'est ça, ben là, au 7-5, justement, Jean-François, on s'est rencontrés dans 2 sets championships de suite. Le premier était la semaine d'avant, là, où Imaginaire. La première semaine. Oui, la première semaine des 7 championships, là, au Imaginaire de Saint-Bruno, dans les promenades de Saint-Bruno. Écoute, j'ai fait top 8, j'ai fini 6e. Et puis, pour faire le top 8, j'ai joué avec Jean-François ici. Fait que c'était autant pour lui que pour moi un win and in, comme tu aimes bien le dire, Billy. J'aime ce terme-là en passant. Win and in, parce que selon nos fiches, si on faisait un draw, les deux, on ne rentrait pas. Donc, fallait que un ou l'autre gagne pour faire le top 8. Puis c'était sûr qu'on faisait le top 8 d'un côté comme de l'autre. Fait que finalement, ça s'est fini in extremis. Je pense en time, tour 3. J'ai gagné au tour 3 en time. C'était in extremis, mais c'était épique entre nous deux, là, JF. Je me rappelle encore de la partie. C'était vraiment bien joué de ta part également. Là. C'était vraiment réponse après réponse. C'est pas la carte, là, mais on répondait aux interactions de l'autre. Jusqu'à un moment donné, tu ailles back-à-back un dragon puis une Sisu. Sisu a fait mal, celle-là. C'est ça, exactement. Parce que c'est ça, pour mettre dans le contexte, au 7-5, j'ai commencé à jouer pour la première fois. D'ailleurs, j'ai changé de deck bleu-rouge. Je me suis laissé inspirer un petit peu. Je voulais jouer bleu, en fait. J'ai dit, c'est la seule couleur que je n'avais pas joué dans leur canette depuis le chapitre 1. Donc, j'ai dit, je veux jouer bleu-rouge. Je veux l'essayer. En fait, bleu. Fait qu'au début, j'avais essayé bleu-pole, bleu-mauve, mais il manquait un petit peu de removal, je trouvais. C'était bien, j'ai eu quelques succès, mais il manquait un peu de removal. C'est là que j'ai décidé d'y aller all-in dans le removal avec le bleu-rouge. Puis depuis que j'ai commencé à le jouer, ça fait à peu près 3 semaines. Puis j'ai adoré ça, là, vraiment. Là. Malgré tout. Puis je disais que j'apprends de mes erreurs parce que j'en fais, je suis pas parfait. Vendredi soir, dans la ligue que je joue dans la boutique Awesome, j'ai fait 0-2. Mes 2 premiers match-ups, 0-2. Là, j'étais ouais, OK. Parce que je me suis pris contre des decks un peu plus aggro. Ben, j'ai fait une petite modification dans le deck. Je jouais juste une petite Sisu. Je jouais 3 Médusa. Puis là, j'ai décidé d'équilibrer ça à 2 petites Sisu, 2 Médusa. Puis comme de fait, ça l'a payé parce que dans le set championship qu'on a eu en fin de semaine passée à la boutique Awesome, mon deuxième match-up, c'était contre un hyper aggro. Un ambre améthyste hyper aggro que j'ai gagné 2-0.
Et ça, avec un deck bleu-rouge, je vous mets au défi de le faire. 2-0 contre un hyper aggro, c'est pas facile. Faut que tu joues la petite Issou quasiment, là, sinon c'est... Exact. La première partie, je me rappelle plus si j'étais sur le play. Ouais, j'étais sur le play. J'ai justement joué mes 2 petites Issou. Fait que j'ai très bien contrôlé son board. Puis à la deuxième partie, il n'y avait pas ces bonnes cartes, heureusement, mais j'avais une petite Issou puis un Brawl pour compenser un peu. Jusqu'à temps que Maui arrive. Puis là, ouais, dans mon rouge-bleu, justement, parano, je joue comme, je pense, 3 petits Issou puis 2 Brawl, là, un affaire de même. Puis je joue 4 des grosses, là, parce que je veux pas me perdre contre des decks qui vont juste tourner de bord. Sorry pour ceux qui jouent pas l'aggro, là. C'est ça. Fait que bref, j'ai fait cette petit ajustement-là, puis ça l'a payé dans le set championship. Parce que justement, sinon, je me serais pas rendu où est-ce que je me suis rendu. Fait que bref, grâce à ça, ben, j'ai encore une fois réussi à faire le top 8 et j'ai fini 6e, encore une fois. Ça a l'air que je suis dû pour finir 6e à date dans les 7 championships. Mais gars, le premier but, c'est faire le top 8. Là, après ça, t'as cette magnifique carte-là, la Madrigale. Quand tu fais le top 8, fait que c'est le fun. Au moins, il la donne au top 8 maintenant. Fait que c'est cool. Puis après ça, ben là, c'est ça. Là, c'est comme un deuxième tournoi en un. Moi, le top 8, je trouve. Parce que là, tu te prends contre ton adversaire, mais tu sais, c'est... OK, je pense que c'est 70 minutes, mais tu sais, t'as le temps en masse là, de jouer normalement. Là. T'es 3 parties, fait que t'as moins de pression. T'es plus comme... Ben, façon de parler, moins de pression, là. Mais je veux dire, pour moi, côté temps, c'est ça mon plus gros challenge en bleu-rouge, c'est le temps. Fait que bref, j'essaie de m'améliorer là-dessus, mais ça a super bien été. Puis d'ailleurs, j'ai joué contre mon ancien deck, Green Steel, Dan, que tu connais très bien, le joueur Simon Berthiaume, très bon joueur, qui s'est rendu en finale d'ailleurs à un set championship. Donc, un shout-out pour Simon. Puis il était sur le play. Fait que première game, écoute, il m'a lessivé. Je pense qu'il a gagné carrément 20-0. Il m'a contrôlé du début à la fin avec Diablo. Super bien joué. Parfait, c'est beau. Puis ça, c'est ce que j'encourage les joueurs également, c'est d'apprendre. Dans un 2-3, tu as une partie que tu peux perdre. Tu peux te permettre de perdre une partie. Puis c'est d'apprendre, dans cette partie-là, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux pour gagner ou pour mieux jouer. Tu as une game. Tu as le droit à l'erreur une fois. C'est ça, c'était la première. Deuxième, j'étais sur le play. Super bien été. Là, ça a été ma game. Puis troisième game, heureusement pour moi, il n'a pas eu son one-drop. Donc, pas de Diablo. Ça, c'est parfait. Il ne voyait pas ma main aussi. Deuxième, il n'a pas joué la Ursula non plus. Fait que ça, c'était parfait. Il joue Morph. En jouant Morph en 2, je savais qu'il allait jouer la Beast en 3 puis le shifter dessus. C'est sûr, à 90%. Fait que là, moi, j'avais heureusement un Ice Block en 1. Puis là, en 3, ben, je pense que j'avais même joué soit un typo ou un one jump. Ah, j'avais réussi à jouer mon one jump parce que j'étais content qu'il n'y avait pas la Ursula pour me l'enlever. Fait que j'ai réussi à ramp. Puis là, ben, je l'attendais. Il a mis Beast avec mon Ice Block, Brawl. Merci, bonsoir. Clyde Board, là, je savais que déjà là, j'étais en business. Puis, parce que lui, il reste presque rien. Là. Ah, écoute, j'avais la réponse à tout. Oublie ça. Il mettait la Ursula. J'avais mon deuxième Brawl, Ursula Bye Bye, qui chante 2 fois. Là. Je suis pas un fan J'avais la réponse. J'avais la réponse à tout. Je suis pas un fan de Morph Shift contre du rouge-bleu qui a un Ice Block sur le tour 1. Là. Je suis vraiment pas un fan de ça. Je pense qu'il n'y avait pas le choix, Dan. Il n'y avait pas le choix. Mais t'es quasiment mieux de bait à ce point-là. Bait, Ink, Quest, tu sais, genre peu importe, là, mais c'est J'étais juste content de ne pas voir de Diablo early game. Là. Moi, je ne vois pas de Diablo early game. Je suis là, Green Steel, crois-moi, je l'ai joué assez, chapitre 3, chapitre 4, t'as pas de card draw. C'est ça non, ce qui est tough en Green Steel, c'est ça. Ben, t'as du card draw, c'est Diablo. Si Diablo est pas là, t'es done. Sinon, c'est Beast, c'est absolument. Ouais, mais Beast arrive tard. C'est normalement, c'est ça. Mais c'est ça que je disais avant que le podcast commence, là, puis on en parlait, là, c'est comme tous les decks qui sont comme mid-range, là, ils ont énormément de misère contre rouge-bleu. Puis souvent, c'est les decks les plus joués, Green Steel, Amber Steel, ouais, c'est ça. Puis le rouge-bleu. Non, pas rouge-bleu, excuse, rouge-mauve, puis le vert-mauve, qui sont des 4 decks quand même très bien représentés. Puis ils ont vraiment de la misère contre rouge-bleu parce que rouge-bleu a beaucoup de réponses. Puis le ramp fait qu'avec les nouveaux tools qu'ils ont comme typo, là, tu peux te rendre super vite à genre ta Médusa. Puis lui, il joue encore des caractères tour 2, tour 3 qui ont 2 de vie, 3 de vie, puis d'attaque, pardon. Puis là, toi, t'es déjà rendu à ta Médusa que tu peux remove, puis tout. Fait que c'est tellement un bon deck. Mais ce que j'ai remarqué dans le deck aussi, c'est juste Maui. C'est juste. Quand t'as Maui. Maui, bien là. Écoute, c'est un pilier. Là.
en général, il va remove 2 personnages en 2 tours. Là, en général. Là. C'est tout le minimum temps. 1, mais Le seul truc qui méta qui ne trade pas contre, c'est Clarabelle. Vu que c'est une 5-6, mais il y a dessus quand même. Ça a le 5-6 quand même. Fait que c'est ça. Ouais, exact. Ah, puis lui, il vient de dépenser 50. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que, c'est un bon trade. Là. Ouais. Puis versus 7, J'avoue, exactement. Fait que bref, non, ça a été une belle expérience. En demi-finale, j'ai eu Ruby Amétis. Ça a super bien été, j'ai gagné 2-0. Puis la finale, c'était un miroir. C'était vraiment une finale épique, là, miroir à quelques cartes près. Là, mais oui. C'est une chance que c'était on time parce que je dis que, excusez-moi, là, c'est dans l'œil. La finale, elle a duré carrément 1h20 de temps. Fait que une chance que c'était on time, mais ça valait la peine parce que, écoute, c'était vraiment le fun. Un peu comme tu disais, c'était réponse dans le sens, tu sais, il me tué un avec son dragon, là je revenais, pouf, avec mon dragon sur son dragon. Fait que c'était vraiment le fun. Là, je te dis, c'était épique. Là. C'est des belles finales, là, puis on a eu le temps de la jouer en masse, on n'était pas stressé on time. Ça feel un peu comme le chapitre 1, le rouge-mauve versus rouge-mauve. Tu pigeais dans tes miroirs, tes Elsa, ton dragon, là, tout était un combat de ressources. Genre, combien de cartes tu étais capable de garder en main, puis la règle avant, c'est plus la règle maintenant, là, mais la règle avant, c'est celui qui avait le plus de dragons, même dans rouge-bleu, là, qui gagnait. Fait que dans le fond, si t'as entré trop de dragons puis t'en restes pas assez, ben, c'est quasiment sûr que c'est toi qui perdais. Je dirais que mon MVP, il l'avait pas vu dans les 2 premières games, mais mon MVP, puis je suis fier de ça, c'est Mufasa. J'ai réussi à instaurer Mufasa, le jouer, puis il me l'a pas remove. Ça, c'était mon gamble. J'ai dit, il restait quand même pas mal de cartes, mais j'ai pas le choix. Je suis rendu là. Ça passe ou ça casse. Je mets Mufasa, je suis là, faut qu'il t'offre plus qu'un tour, s'il vous plaît. Mais comme de fait, il a pas réussi à me le remove, là, j'étais là, yes! Je savais que j'avais pas game, mais ça sentait bon, là, pas loin. C'est cool que tu joues encore Mufasa. Genre, je l'aime bien. Ouais, one-off. Mais écoute, le one-off, tu peux demander à GF, c'est lui qui m'a fait gagner la semaine d'avant contre GF aussi. Puis, ce qui est arrivé en plus, c'est que top deck, après ça, gros Sisu. Tour d'après, top deck Tamatoa, qui me fait aller rechercher un Popsicle dans ma défausse. Je joue Popsicle avec les encres qui restent. Guess what? Lucky Dime! Hello! Quest avec Mufasa, Quest avec la Sisu. Je ready mes encres. Il disait-tu que c'était un jeu de chance des fois? Tabarouette, oui, mais ça. Puis je faisais exprès, là, mais je vais vous le dire, là, même si c'est pas une grosse stratégie, là, mais il me restait juste une carte dans les mains. J'ai fait exprès un moment donné pour pas la jouer, juste pour le faire douter de qu'est-ce que j'aurais pas à avoir. Mais entre vous et moi, là, je peux le dire, là, c'était un typo. Fait qu'on s'entend que typo en late game, c'est ordinaire. Mais tu sais, je l'ai pas joué juste pour faire planer le doute de je peux-tu avoir un gros removal ici, là, tu sais. C'est une stratégie de side que vous pouvez peut-être. J'ai déjà joué contre vert-gris. Okay? Puis je jouais mon rouge-bleu. Puis je pense que j'avais Jump Ahead dans les mains. Puis à un moment donné, j'arrive, puis je sais qu'il gardait Sudden Chill pour de quoi. Fait que genre, je tourne 7 encres, puis finalement, je les remets, puis je suis comme, je passe. Puis là, vu que j'ai tourné 7 encres, il pensait que j'avais un Lucky Dime. Fait que il me joue Sudden Chill. J'y monte, c'est One Jump. Je discard One Jump. Sur le top deck, je pogne Lucky Dime, je le joue. Je tape mes armes, puis je go. Mais c'est ça, quand t'es rendu à une certaine expérience de jeu de cartes, il faut que tu baites. Comme on disait au début, il faut que tu essaies de piéger ton adversaire. Puis tout, moi, j'étais comme, si je joue la carte qui est là, puis je top deck une autre carte, puis que je peux pas la jouer, lui, il va m'en faire discard avec Sudden Chill. Fait que moi, la seule façon, c'est que j'essaie de le répondre. Puis ça, c'est un truc, là, faites pas tout ça, là, parce que c'est pas fin. C'est là qu'on va voir dans les prochains tournois, c'est qui écoute le podcast. Oui, c'est ça. Les gars, ils tournent dans 7 angles, tour 1. Oui, c'est ça. Si t'as 7 angles, tour 1, il y a un problème. Oui, c'est ça, exact. Fait que juste pour vous le montrer, ça m'a mérité ce beau tapis champion que j'ai laissé sceller pour. Nice. Mais tu disais pas que tu allais le déballer directement sur le podcast? Ah! Non, on est plus collectionneurs, nous. Donc, faut que j'en mérite un deuxième pour pouvoir le déballer. C'est ça le deal. Nice. Fait qu'on va travailler fort dans les prochaines semaines. Excellent. Ben, félicitations, Eric. Il y avait une petite question, en fait, que j'ai pensé pendant que tu parlais, puis que tu disais que justement, c'est ton premier TCG. Oui. Est-ce que ça a été intimidant pour toi de commencer à jouer dans des stores ou est-ce que tu as trouvé ça complexe? Parce que il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ont peut-être pas
pas qui ont peut-être pas, mais qui sont peut-être intimidés de venir jouer avec du monde comme nous, au 3 mana, où est-ce qu'on est un petit peu plus compétitif, puis d'arriver avec un deck budget ou des starter decks. Comment tu dirais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un nouveau joueur qui n'a pas nécessairement l'expérience veut venir en magasin jouer avec des gens plus compétitifs? Ben, moi, personnellement, Billy, j'ai pas été intimidé ou impressionné. Même si j'avais pas d'expérience, je suis là pour jouer le jeu. Tu sais, je me présente avec mon deck, même si j'ai un deck budget ou quoi que ce soit, puis je fais du mieux que je le peux, tout simplement. J'ai pas été intimidé. Bref, non, parce que moi, je suis un gars social, donc, tu sais, j'aime apprendre à connaître les gens, puis le kit en même temps. Donc, ça permet de voir des nouveaux gens, de discuter à la limite stratégie, ou tu sais, juste discuter en général aussi. Puis, comme je disais, en tant que nouveau joueur, faut que tu t'attendes à perdre au début. Faut que tu t'attendes à ça. C'est normal. Tu commences au jeu. Tu sais, je m'attendais pas Ça à... demeure que c'est le learning curve du début, là, je veux dire. C'est normal. Là, tant mieux. J'aurais pu gagner là, mon top 8 que je parlais là, à Joliette au Game Time. J'aurais pu. Mais je m'attendais pas à ça. Puis j'avais aucune appréhension, je sais pas le terme là, dire. Les attentes. C'est ça. Merci, exactement, c'est le mot que je cherchais. J'avais aucune attente que j'allais gagner ce tournoi-là. Là. Non, je commence, c'est normal. Mais juste de faire le top 8, j'étais content. Puis ça a fait ma journée, là, puis j'étais bien heureux. C'est juste de voir différentes personnes que j'ai aimées au début, comme je disais, puis d'apprendre le jeu aussi en jouant. Tu sais, parce qu'ils disent, il y a un terme en anglais, practice makes perfect. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai commencé à pratiquer justement. Je jouais aussi avec ma conjointe Jenny, comme je disais. Fait que c'est en pratiquant qu'on devient vraiment meilleur. Ça, c'est ce que je crois. Puis non, c'est ça, j'encourage tous les nouveaux joueurs à venir essayer. Peu importe le deck que vous voulez jouer, selon ce que vous êtes le plus confortable, venez essayer, venez jouer. On est très ouvert, puis c'est une belle communauté, l'Orcana. Vous en avez parlé dans l'autre podcast avant. Là. La communauté de l'Orcana est vraiment intéressante, puis les gens sont très sympathiques en général. Ben justement, en fin de semaine au tournoi, au Set Championship qui avait lieu au Boutique Awesome, tu parles de ça, justement, de ne pas avoir peur quand tu commences à jouer. Il y a deux de nos joueurs, deux joueurs dans les places qu'on joue régulièrement, au 3 mana, au Boutique Awesome, qui ont débuté il y a moins de 2 mois. Puis tu vois, Benoît et City, puis shout-out, j'ai joué contre City en deuxième ronde hier, puis ça a été un très bon match-up. J'ai vu vraiment une nette amélioration dans son niveau de jeu. Puis Benoît, lui, a fait son premier top 8. Oui. Dans le fond, il nous parlait hier après qu'il se pinçait, qu'il ne croyait pas, puis qu'il pensait avoir été chanceux. Il dit, ben non. Quand tu joues souvent, quand tu écoutes les conseils, puis tu te renseignes sur le jeu, c'est surtout maintenant que c'est rendu top 8 pour avoir les promos, là, c'est dans le reach de pas mal n'importe qui de pouvoir le faire. Il ne faut juste pas abandonner, il ne faut pas se décourager. Quand tu perds une partie, tu apprends. Puis dans l'Orcana, jusqu'à présent, on en parle de la communauté, c'est parce que c'est le fun. C'est le fun en gang, on a du plaisir, puis il ne faut pas oublier ça. Là. Très important. Puis d'ailleurs, Jeff, juste pour vous dire, ben, c'est contre lui j'ai joué, Benoît, en demi-finale. En fait, pour me rendre en finale. Puis il a très bien joué, là. C'est ça. J'y disais, là, félicitations là, d'avoir fait ton top 4. Ton premier top 8, tu fais top 4. Félicitations. Là, c'est excellent. Ouais, puis le fait que tu fais top 8 puis tu rentres ta madrigale, ça enlève un peu de pression aussi de te dire, bon, il faut encore que je gagne un match de top 4. De top 8 pour avoir top 4 pour finalement avoir mon prize de pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais non, c'est vrai qu'est-ce qu'on dit, puis on parle de pratiquer, puis je pense que quand tu commences, une chose qui est quand même complexe à trouver, c'est ton style de jeu. On parle souvent de Green Steel, de rouge-bleu. De Steamboat pour Green Steel. Là. Ouais, exact. Quoi qu'il n'est pas vraiment joué dans le Green Steel, mais vas-y. Il n'est plus vraiment joué, mais c'est normal de vouloir changer de deck souvent au début, puis trouver un peu votre style de jeu. Est-ce que tu es plus du style aggro? Est-ce que tu es plus tempo, control, mid-range, late game? C'est normal au début de changer de deck souvent, mais un coup que tu commences à comprendre ton style, c'est important de travailler tout le temps le même deck ou de devenir vraiment à l'aise avec un deck puis essayer d'éviter de changer de couleur puis tout le temps essayer d'autres choses parce que tu ne gagnes pas avec un deck puis que tu trouves que c'est complexe. Au contraire, si tu ne gagnes pas avec un deck puis que tu l'aimes, c'est là qu'il faut que tu le travailles puis que tu rajoutes puis tu tweaks un peu à ton style de jeu versus dire, bon, ben pour moi, Green Steel, c'est pas bon, on va passer à Rouge-Bleu parce que là, tu as une toute autre approche
puis il faut que tu réapprennes à jouer un Jeu de deck. patience C'est important. aussi. Ouais. Ouais. C'est important de les jouer. Moi, je trouve que c'est super important de jouer plusieurs decks, don't get me wrong, mais de savoir c'est lequel ton main deck que tu veux piloter. Parce que de jouer un deck, tu apprends beaucoup sur ce deck-là. Tu sais, c'est quoi les forces du deck, c'est quoi les faiblesses du deck, tu te rends compte de comment tu peux jouer contre. Mais gardez-vous un deck précis que vous voulez jouer et non switcher d'un deck à l'autre tout le temps. Mhm. Puis un des meilleurs conseils qu'on peut donner aussi, c'est exactement ça. Le problème, c'est beaucoup de monde qui perdent, se décourage, puis dit j'ai perdu contre rouge-bleu, ça doit être le meilleur deck, fait que je vais jouer rouge-bleu. Mais l'approche de rouge-bleu est tellement différente. Là. C'est un jeu de patience, c'est un jeu de, tu capotes pas, tu vois le gars, il commence à avoir beaucoup de board, il y en a qui commencent à jouer vif parce qu'ils veulent enlever le board, mais tu sais, ça prend du temps, tu sais que tu vas piger dans ton Sisu, tu sais que tu vas piger dans ton Be Prepared, puis tu vas pouvoir le clairer. Fait que ton approche est tellement différente. Moi, j'ai joué contrôle, là, dans les 2 premiers chapitres, j'ai joué rouge-mauve dans le premier chapitre, il n'y a pas plus contrôle que le premier rouge-mauve. Tu mettais un Magic Mirror, tu devais payer 4 ans pour piger une carte. Là. Puis des fois, tu pigeais une carte, puis tu attendais que ton adversaire fasse de quoi. Fait qu'il y a beaucoup de tours d'échange. Fait il n'y avait pas plus contrôle que ça. Après ça, rouge-mauve, qui était encore contrôle, qui était un style de contrôle aussi. Puis finalement, j'ai décidé que je voulais jouer un deck qui me permettait de manger mon lunch dans les 7 championships. Fait que je joue du vert puis je joue mid-range parce qu'oublie ça, tu manges pas si tu joues contrôle là, dans les 7 championships, surtout des 2-2-3. Là. Fait que laisse faire. J'aime ça. Fait qu'on parlait de cette championship, Eric. Jeff, toi aussi, en fin de semaine, tu as fait un set championship. Tu nous parlais un petit peu de comment ça a été, où est-ce que tu as été, puis de tes expériences. Ben écoute, hier, j'ai décidé d'aller au boutique Awesome à Saint-Hubert, justement, beaucoup de joueurs qu'on connaît là-bas. Puis j'avais un unfinished business avec mon vert bleu. Comme la semaine précédente au premier set championship, je suis passé proche. Justement, c'était une défaite face à Eric dans mon 5e match qui a fait qu'il a passé et pas moi. Je suis revenu avec mon vert bleu. Par contre, cette semaine, j'en ai parlé beaucoup avec Dan. On essaie de trouver la petite tweak qui pourrait faire justement que le deck pourrait fonctionner. Puis je me suis rendu compte que tu as beaucoup de contrôle avec les John Silver, avec les Light Siberius, parce que je joue un package de ramp au début pour arriver le plus rapidement possible à jouer mes personnages de contrôle, jouer des personnages avec ce qu'on appelle des gros corps, jouer des John Silver, jouer des Mike Gothel. Comme ça, tu bloques l'adversaire, tu le forces à t'attaquer. Mais rendu plus tard dans la partie, des façons de contrôler en mettant du board presence, t'en as pas tant dans le vert bleu. Fait que j'ai trouvé le moyen de rentrer 2 petites Mother Gothel, celle à 2 que tu peux payer 3 pour retourner dans sa main. Fait que j'en ai rajouté 2 pour me donner cette option-là. Puis j'ai rentré 2 Hades à 7 qui permet de mettre un personnage adverse dans son encrier. Donc, juste cette petite différence-là, ça a quand même fonctionné parce que les 2 cartes, je m'en suis servi quand même souvent pendant le championship. Puis je dirais qu'il y a un match que j'ai gagné grâce à Hades parce que ça a fait vraiment changer la balance du deck. Là. Fait que c'est ça. Donc, pour commencer, j'affrontais un joueur qui jouait jaune-mauve, qui devait être un deck aggro, mais je vais avouer que j'ai tellement contrôlé la game que j'ai jamais vu le côté aggro. Les Lyle Tiberius et les John Silver ont fait vraiment leur job. J'ai gagné 2-0. Deuxième match-up, j'ai joué contre City, que je parlais précédemment, là, qui est un joueur qui a commencé à jouer avec nous il n'y a pas si longtemps. Il jouait un gris mauve, excusez, aggro. Puis là, je dois dire que je suis quand même fier de moi parce que la première partie, j'ai mangé mes bas. J'ai un deck avec les Kit Cloud Kicker, puis avec les The Muse qui fait bandir les persos qui sont 2 de force ou plus. Mais ce deck-là, le gris mauve, t'as les Mr. 2 de force ou moins. Moins. Hein? 2 de force ou moins, Jeff. Exactement, j'ai dit plus. Ouais, t'as dit plus. Ah, ça doit être l'âge ou l'heure. Fait que, bref, c'est ça. Fait que, avec les Mr. Smee, avec les Lawrence, avec tous ces personnages-là qui sont 3-4 de force ou plus, je pouvais pas rien faire. La première game, je l'ai quand même eu dans les dents. Puis là, j'ai réfléchi vraiment comment que je pourrais contrer ça. Puis je me suis dit, avec le type de deck que j'ai, la seule chose que je peux faire, c'est vraiment rusher pour le plus rapidement possible, aller jouer mes John Silver puis mes Lyle Tiberius. Si je suis pas capable d'enlever ces persos, je vais les faire se crasher dans mon board, le temps d'établir ma position, puis après ça, avoir des gros persos pour les éliminer. Ça a super bien fonctionné. À partir de ce moment-là, j'ai pu perdu une partie aggro de la journée. Fait que j'ai gagné le match 2-1. Troisième match contre vert-jaune aggro, 2-0.
Ça a super bien été. J'ai utilisé la même stratégie quand j'ai vu le type de board qu'elle jouait. 4e partie, j'ai fait un buy. Pas un buy, mais un ID. T'as fait ça, toi? Ben oui, Ah. j'ai fait 3-0. Puis j'avais faim. Ah, il écoute, finalement, il écoute. Je me dis, bah, regarde, puis je l'avais dit avant le tournoi, je l'avais dit les derniers jours dans nos différents groupes de discussion, je commence à accepter et à comprendre les bails, les ID, même si j'aime pas ben ça. Là, je suis dans une situation à 3-0 que c'était sûr que je passais si je faisais deux ID. Voilà. Mais je suis tête de cochon. Fait que j'ai fait un ID, je suis allé chercher un café, je suis revenu, j'étais 3-0-1. Là, c'était sûr que mon dernier match que je gagne ou que je perds, c'était sûr que je rentrais. Fait que moi, je me suis dit, je veux la high seed, je veux pas être à froid, puis à un moment donné, ça va faire justement là, les ID. J'ai pas goût d'être 2 heures sans jouer. Fait que j'ai décidé de jouer ma dernière partie. J'ai gagné, je joue contre Hyper Agro. Même affaire, j'ai détruit 2-0. En fait, ça a été 1-0, puis le deuxième match, mon adversaire a vraiment pas aimé sa main de départ, puis il a décidé de concede avant même de s'essayer. Fait que j'ai fini 4-0-1, premier seed de la journée. Donc, j'ai fait mon top 8 avec mon bleu-vert, avec beaucoup de succès. Donc, je suis très content de ça. L'affaire, c'est que vous avez entendu, hein, j'ai joué pratiquement tout contre des agros. Je suis arrivé en quart de finale contre un bleu-rouge. Justement, Bruno Vert. C'était pas moi, mais celui que j'ai affronté en finale. Exactement. Mais la question, c'est si tu aurais pris un deuxième ID, est-ce que tu aurais joué contre rouge-bleu? J'ai pas ça. Oh! Va pas là, Dan, va pas là! Va pas là. Ah oui, voilà. Il faudrait le calculer, là, je sais pas. Mais moi, je me disais que peu importe le fait d'être le premier tout le long à commencer. Là. Ouais. Mais non, écoute, regarde, il faut remettre à César ce qui revient à César. Je veux dire, j'ai pas fait d'erreur. Il a super bien joué. C'est un deck qui est très difficile. J'ai été malchanceux. Ma deuxième partie, j'ai pas réussi à mettre mon ramp tool. Fait que ça m'a ralenti. Puis si je suis pas capable de ramper contre un deck qui contrôle tellement rendu mid puis late game, c'est fini. Là. C'est comme la semaine dernière, justement, j'avais affronté Eric qui joue lui aussi rouge-bleu. Puis j'avais réussi à faire mes ramp tool puis je le suivais. Puis c'est pour ça que ça a été des matchs serrés. J'étais capable de mettre assez de présence puis contrôler. Puis justement, hier, j'ai réussi, j'ai fait mon coup que j'aime faire contre rouge-bleu, c'est garder la petite Clarabelle à 1 pour le tour 3, pour y enlever son popsicle ou y enlever sa possibilité de mettre son IRAM puis faire piger des cartes. Fait que j'ai réussi à le faire, malgré tout, sur le long run, j'ai pas été capable de suivre, fait que je me suis incliné de 2-0 contre éventuellement le runner-up du tournoi. Donc, c'est cela. T'as bien joué, Jeff, t'as bien joué. Je suis vraiment content, là, parce que justement, oui, puis j'ai... Mon highlight du tournoi, c'est vraiment, je dirais, là, c'est le match 2, que j'ai, après une défaite, que j'ai vraiment pris un petit peu de recul, puis je me suis dit, comment modifier? Puis là, j'étais avec un plan, puis je l'ai établi, puis ça a fonctionné. Je dirais, c'est l'affaire que j'ai le plus aimé de mon tournoi, ça a été ce petit détail-là. Yes. Fait que, côté plus large dans le tournoi, il y avait, si je ne me trompe pas, 26 joueurs. Ça a runné super smooth, ça a super bien été. En huitième, rendu dans le top 8, je pense, si je ne me trompe pas, il y avait 2 rouges-bleus seulement. C'était quand même assez divers comme type de deck qu'il y avait au tournoi. Ouais. On le sait, là, Eric a remporté donc une finale rouge-bleu. Mais sinon, il y avait une grosse présence de decks aggro. C'est ce que j'ai remarqué, il y en avait beaucoup plus que je pensais. Puis d'après moi, c'est vraiment dû au fait que le monde, ils veulent essayer de contrer le rouge-bleu. C'est ça. Si tu ne peux pas les joindre, tu essaies de les battre. Aussi, c'est budget. Ouais, puis il y avait quand même beaucoup de joueurs qui étaient récents au jeu. Fait que c'est sûr que quand tu n'as pas toutes les cartes depuis chapitre 1 puis tu ne veux pas mettre un méchant gros budget, c'est une option qui est quand même intéressante. Ouais. Donc, ça te permet de manger ton lunch. Ouais. Puis là, vu que je suis rendu, que j'ai eu ma madrigale avec mon bleu-vert, prochain défi la semaine prochaine, je vous en parle après parce que je vous en parle après la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, je fais un autre set championship au 3 mana. Puis je vais en venir de quoi d'encore plus péter. Tes dents? Non. Good. Merci, JF. Dan, toi, je pense que tu n'en as pas fait ce week-end. Moi non plus, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas eu le temps de rien faire. Je vais peut-être juste jouer au mana, puis j'ai celui du UF que je vais faire, là, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps.
Nice, ouais. Moi, Ouais. c'est la semaine prochaine, j'en ai un, puis ça va être pas mal ça pour Shimmering Skies. Les prochains, ça va être Azurite Sea. Je voulais qu'on parle. On a eu une discussion avant d'enregistrer ce matin concernant un ruling concernant Lyle Tiberius. Je ne sais pas si Dan, tu veux peut-être take over cette partie-là, mais je pense que c'est important de clarifier certaines petites choses parce que c'est une carte qu'on voit de plus en plus ces temps-ci. Là. Elle a eu des up and down. On l'a vu une couple de fois durant le 7-3. 7-4 a été plus tranquille. 7-5, là, on la voit beaucoup plus. Pour ceux qui ne savent pas, là, on va la mettre à l'écran, la carte en question, puis peut-être Dan nous expliquer un peu. On va même la mettre 2 fois. Ouais. Celle-là. Mais toi, oui. ta en foil, je vais la mettre en régulier. Ouais, c'est ça. Tu m'écoeures. Donc, le rule de Lyle Tiberius, je vais vous le lire sur la carte directement. Là. When you play this character, chosen opposing character gains Reckless. Fait que ça, c'est son premier effet. Quand tu le mets en jeu, tu peux donner Reckless à un personnage adverse, puis ça le force d'attaquer avant la fin de son tour. Son deuxième effet, c'est whenever one of your other characters is banished, each opponent loses one lore. Donc, pour nos Français, chaque fois qu'un de tes autres personnages, donc pas lui-même, se font bannir, ton adversaire perd un lore, OK? Pour chacun. Puis ça, c'est dans les 2 tours. Fait que ce soit pendant mon tour, si je le sacrifie, puis je le perds, je le banish dans un castle, peu importe, ou n'importe quoi, tu vas perdre un lore, puis pendant ton tour aussi. Une question qui a été remontée durant le set championship du Awesome, puis qui nous a fait un peu, tu sais, comme GF, il est comme, je vais appeler Toronto. Puis là, nous autres, moi puis Billy, on regardait, là. Puis dans le fond, la réalité, c'est que, est-ce que ça l'arrive si ton adversaire joue la carte Be Prepared, puis toi, tu as le Lyle Tiberius Kirk? On croyait que non, au début, parce que ça dit les autres personnages. Et une fois que tu joues Be Prepared, ben, tous tes personnages partent d'un coup. Fait qu'il n'y a plus d'autres personnages parce que, fait que là, son effet ne s'active pas. Mais la vraie règle, c'est que ça s'active. Parce que selon ce que j'en comprends de l'Orcana, c'est quand tu fais le banish, le fait de comptabiliser le banish pour dire que tes characters, ils vont dans ta défausse, sur ce moment-là, les effets sont encore actifs. Ce qui veut dire qu'au moment du banish de chacun de tes characters, si Lyle est là, ton adversaire va perdre un lore pour chaque character. Fait que si tu as un board de 5 plus Lyle, ben sur un Be Prepared, ton adversaire va perdre 5 lore. C'est ça. Fait que, 4. ben, Non, Lyle 5. plus 5. Parce que Lyle Ah, plus ok, 5. Lyle plus Ouais. 5, je pensais Ouais, 5 c'est ça. en tout. Ouais, Non, c'est c'est ça. Lyle plus 5, mais oui, s'il y avait 4 plus Lyle, ça serait été 4. Ouais, ben c'est ça. Fait que ça rend la carte encore plus fort que ce que c'était auparavant, parce que là, ça veut dire que si tu fais un board wipe ou une Sisu, ben, ça veut dire que sur Sisu, ça fonctionne aussi. Sisu, on n'oublie pas que Sisu enlève les characters de 2 attaques et moins. Lyle a 2 attaques. Fait que si ton board, c'est des petits personnages, puis tu fais un Sisu, ça veut dire qu'il va perdre un lore pour chaque character autre que Lyle. Donc, c'est vraiment, vraiment fort. Puis beaucoup de monde, même des joueurs qui jouent beaucoup comme moi, puis Eric, puis GF, là, puis Billy, on ne savait vraiment pas. Nous, on était comme, ben, ça part en même temps. Puis finalement, ben, c'est GF qui m'a fait checker. Fait que j'ai fait comme, OK, ben, t'as peut-être raison. Je suis là-dessus. Je suis sur Reddit. J'étais rendu dans les catacombes de Reddit. Là, puis là genre, j'étais comme, OK, ouais, il y a des gros rulings, là, puis ça fonctionne. Fait que... Écoute, d'ailleurs, tu dis ça, puis je suis même pas sûr si hier, en quart de finale, ça m'est pas arrivé, cette situation-là. D'avoir Lyle Tiberius en jeu avec d'autres personnages pour me faire une grosse sissou. Puis je t'avouerais que ça a tellement été un réflexe de tout enlever parce que c'est 2 et moins que je suis même pas sûr que je m'en suis rendu compte. Ouais, je te le dis, là, puis... c'est ça, ben non. On va voir la reprise de vidéo, Jeff. Je suis pas certain, là, ça peut peut-être même être arrivé. Ouais, c'est sûr que moi, ça m'est arrivé, c'est 100% sûr dans mon deck vert mauve, mais j'ai toujours fait, OK, ouais, swipe. Puis comme vous voyez, on connaît le TCG, mais on connaît pas toutes les règles. Des fois, il y a des petites nuances. Il y a des nuances sur certaines règles. Puis, tu sais, on parlait, ça se fait sur le B-Prep, ça se fait sur la Sisu. Je pense que ça n'a aucun effet, par contre, sur le Under the Sea, parce que Under the Sea, ça ne banish pas, ça envoie en dessous. Il y a des petites... des termes qui sont super importants sur les cartes. Puis c'est là que de prendre son temps puis de lire les cartes. Puis justement, tu sais, dépêchez-vous pas quand il dit B-Prep, ramassez pas tout. Prenez votre temps de regarder, activez vos affaires. Le bag est super important. Les rabbits, les goats, tu savais que ça trigger, évidemment, depuis longtemps. Mais, juste un petit shout-out de Billy avant que tu passes au prochain sujet. Justement, on parlait de Lyle Tiberius puis la situation qui est arrivée à la boutique Awesome au 7 Championship. Ben, je lève mon chapeau à Guillaume Beausoleil, qui joue avec nous aussi, mais qui était le juge là-bas et qui a pris la bonne décision dont on parle dans la situation. Donc, un shout-out à lui en tant que juge de l'événement. Il a très bien fait ça.
Je voulais juste en Good parler. job. Ouais. Nice, good job, Guillaume. Ouais. Donc, c'est sur ça qu'on va closer notre épisode d'aujourd'hui. Un petit épisode un petit peu plus short de Thanksgiving. On a tous des après-midi chargés, donc on va prendre le temps pour rappeler à tout le monde qu'on a une affiliation avec le 3mana, justement, donc www.3mana.ca avec le code promo Uninkables10 qui vous donne 10% sur l'achat de singles. Tout ça, ça va être valide jusqu'à l'Halloween, si je ne me trompe pas, 31 octobre, c'est ça, Dan? Yep. Donc, pour ceux qui cherchent des cartes, n'hésitez pas à aller sur le 3mana.ca et utiliser le Uninkable 10 lors du checkout pour obtenir 10% de rabais sur vos singles. N'oubliez pas non plus de nous suivre et de follow la chaîne. Ça nous aide beaucoup à justement créer du contenu, être là chaque semaine, savoir un peu ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez savoir. S'il y a des questions que vous avez, vous pouvez nous rejoindre les uninkables@gmail.com. On va répondre à vos questions. Des fois, on ne répond pas par écrit. On va en parler durant les podcasts pour justement clarifier des choses. Des fois, c'est plus simple de l'expliquer de vive voix. Éric, merci encore pour ton temps aujourd'hui. On risque de se croiser dans les 7 championships au cours des prochaines semaines. Pour Dan, GF, c'est ça. Bonne semaine. Bonne semaine, guys. Merci encore. plaisir. Bye bye.